Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquence Évasion, nous allons parler de médiumnité en direct du Québec avec France Gauthier qui est journaliste devenu médium. Vous en saurez plus dans quelques minutes. À tout de suite. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. La météo en France dans notre Grand Sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Fréquence Évasion, info, interview et détente. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. France Gauthier, bonjour et merci de participer à la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Bonjour. Alors vous avez exercé le métier de journaliste pendant 20 ans à la télé et maintenant vous donnez des conférences, vous avez écrit de nombreux ouvrages. Votre vie a complètement changé depuis que vous avez découvert que la médiumnité et les phénomènes paranormaux étaient bien réels. Quel a été votre cheminement pour en arriver à la médiumnité et surtout comprendre qu'il était en train de se passer finalement une transformation en vous? J'ai subi une grande transformation. Je dis souvent que j'ai fait un 180 degrés dans ma vie parce que il faut comprendre que moi j'étais ici journaliste d'enquête. Je travaillais pour un gros réseau de télévision, TVA, qui est le réseau de télévision le plus gros au niveau privé au Québec. Et en fait, mon travail, c'était de courir après des bandits, de les ramener à la télé, ni plus ni moins. Je travaillais aux affaires publiques et aussi aux nouvelles. Et j'ai eu des enfants, mon plus vieux a 15 ans. Alors quand j'ai eu mes enfants, j'ai lâché la grosse job à la télé pour aller à la pige. Et j'ai commencé à prendre des contrats de recherchistes, des contrats de chroniqueurs, de journalistes à la pige, même d'animatrices. Et à ce moment-là, il y avait une émission ici au réseau TVA toujours qui s'appelait Claire Lamarche. Claire Lamarche, c'est l'équivalent de Oprah au Québec. Alors, c'est une femme qui avait une émission de télé d'1 heure à tous les jours à 4 heures où elle recevait des gens qui avaient vécu toutes sortes de parcours assez exceptionnels. Et elle m'a demandé à un moment donné, à titre de chroniqueur et de journaliste, d'aller rencontrer une médium qui disait qu'elle pouvait communiquer avec les personnes décédées. Alors là, il faut comprendre qu'on est en 2002 et moi, j'avais jamais entendu le mot médium de ma vie. Ça vous dit de où je partais, là. Je connaissais 10 heures de bonne aventure, je connaissais charlatan, je connaissais clairvoyant, mais je connaissais pas le mot médium. Pour réaliser, évidemment, dans le parcours que toutes mes amies avaient déjà vu un médium puis que j'étais la seule à être jamais allée, là, alors faut croire que j'étais pas une vraie fille. Mais j'avais quand même aucune connaissance là-dessus. Et j'ai accepté le mandat parce que mon père était décédé. Mon père est décédé quand j'avais 14 ans. Et Claire me disait, écoute, t'es une journaliste, tu vas le savoir si c'est un charlatan, puis on peut pas faire une émission d'1 heure sans avoir fait une pré-recherche quand même assez imposante sur le sujet. Alors je suis allée avec les 2 bras croisés m'installer devant cette madame-là un samedi matin en 2002. Et tout ce qu'elle savait de moi, parce que bien que je suis un personnage public ici, ma vie n'est pas étalée dans les journaux, ni dans comme ça pourrait être dans le Paris-Match chez vous, parce que ici, les journalistes ont une vie privée qui est très respectée. Protégée, oui. Alors, personne ne connaissait ma vie, et je m'assois là, et elle me dit, ton père est là. Je dis, c'est facile quand même, vous savez qu'il est décédé. Et c'est tout ce qu'elle savait de moi. Elle savait qu'il y avait une recherchiste, ou en tout cas une chroniqueuse qui s'en venait le rencontrer, dont le père était décédé. Après ça, elle me dit, il n'est pas tout seul. Il est avec une dame et elle est plus petite, plus âgée, puis elle a l'index sur la bouche, puis elle me fait dire qu'elle veut pas vous déranger, elle veut pas déranger tout ça, mais elle veut juste assister à ces retrouvailles-là, elle trouve ça trop beau. Puis elle te fait dire que tu l'aimais comme ta propre mère et que tu l'as toujours appelée ta deuxième mère et qu'elle t'aimait comme sa propre fille. Et là, je me suis mise à pleurer. Ça faisait pas 3 minutes que j'étais dans la salle de rencontre avec la médium. Et là, je dis, OK, c'est beau, je vous écoute, madame. Alors, je vous raconte. Moi, j'ai été élevée en Gaspésie, qui est une péninsule à l'est complètement du Québec. Ouais. Donc, un petit village sur le bord de la mer. Mon père était médecin spécialiste. Ma mère jouait au golf et jouait au bridge parce qu'on appelait ça des madame docteurs dans ce temps-là. Ouais. Et on avait des nounous qui s'occupaient de nous. Alors, la nounou en question qui m'a élevée s'appelle Lucienne. Elle était décédée 3 ans plus tôt.
j'étais comme, mais voyons, OK, je vous écoute, là. Puis encore là, ma tête de journaliste disait, bon, elle a peut-être fait une enquête sur moi, peut-être cassé tout ça, peut-être qu'elle est allée poser des questions, mais ça avait suffisamment ébranlé mes structures pour que je me mette à écouter. Et ça a duré 2 heures, cet entretien-là. Elle m'a sorti des révélations une après l'autre sur la vie de mon père, que je ne savais pas. Donc, ça ne pouvait pas être de la télépathie. Il a fallu que j'aille vérifier avec ma mère le soir si tout ce qu'elle m'avait raconté était vrai. Et là, à chaque fois que je cochais oui, oui, c'est vrai ma fille, oui, c'est vrai ma fille, je me disais, bon, OK, qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'était pas très bon pour mon image. J'étais à l'époque, comme probablement la majorité des journalistes, assez arrogante, suffisante. Donc, je me disais, je peux pas à la télé parler de ça. Ça va complètement détruire ma réputation. Mm-hmm. Mais il y a une petite voix à l'intérieur qui était beaucoup plus forte et qui criait, en fait, pour me dire, faut que tu y ailles. Alors, je suis allée faire l'émission et ça a été un tsunami. On a reçu des milliers d'appels parce que dans ce temps-là, le courriel, c'était pas très fort, mais on a reçu des milliers d'appels pour cette femme-là qui était en onde avec moi à cette émission-là. Et elle a continué son chemin. Moi, j'ai dit, bon, OK, c'est beau, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai témoigné. Maintenant, je vais continuer ma petite vie de journaliste. Et c'est bien mal comprendre le grand plan parce que là, le tapis rouge se déroulait, puis il a fallu que j'aille vers l'avant. J'ai publié un premier livre 2 ans plus tard qui s'appelle « On ne meurt pas », qui explique cette histoire-là, mais aussi comment est-ce que tous les messages que j'ai reçus de mon père, parce que cette dame-là, non seulement elle les voyait, les entendait, mais elle faisait ce qu'on appelle de l'écriture automatique. Donc, elle se met à écrire et elle écrit d'un jet, sans rature, sans hésitation. C'est vraiment assez impressionnant. Et j'ai reçu comme ça, en 3 ans, là, j'ai reçu 3 lettres de mon père qui était décédé, donc, et tout ce qu'il y avait là-dedans, c'était impossible qu'elle le sache. Mm-hmm. Donc, pour moi, c'était comme, OK, attends une minute, là. Si ça, c'est possible, ma foi, tout est possible et je veux comprendre. Alors, je suis partie dans une espèce de grande quête de vérité, à poser des questions, comme une journaliste d'enquête, à faire exactement ce que je faisais avant, mais là, avec des médiums, avec des gens qui avaient vécu des éveils spectaculaires, avec des scientifiques qui s'intéressent à ces phénomènes-là. Et quand vous parlez, vous, de paranormal, moi, le paranormal ne m'intéresse pas. Ben, moi non plus. J'aime pas beaucoup ce mot paranormal, d'ailleurs. Ben voilà, moi non plus. En fait, c'est même devenu péjoratif. Tout à fait. En tout cas, dans nos sociétés modernes, là, qui ont tendance à critiquer et à juger instantanément tout ce qui bouge. Alors, pour moi, le paranormal est totalement inintéressant à partir du moment où tu comprends que oui, ça existe. Mm-hmm. Mais c'est comme lire le journal. Moi, je skippe les faits divers. Je lis pas les faits divers, ça m'intéresse pas. Alors, je vais lire les nouvelles internationales. Je veux comprendre ce qui se passe dans nos sociétés. Alors, moi, je me suis intéressée à la conscience. Si la conscience survit au corps physique, qu'est-ce que la conscience et comment est-ce que ça peut nous aider dans notre vie? Parce que la vie après la mort, c'est bien beau, là. Mais une fois que j'ai eu compris que ça existait et que, assurément, parce que je suis allée faire aussi une tonne d'expériences, à chaque fois que j'interviewais un médium ou que j'interviewais quelqu'un dans la conscience, je testais, entre guillemets, son produit. Donc, j'ai fait des régressions dans des vies antérieures, j'ai testé un paquet d'affaires, des techniques, j'ai fait de l'hypnose et j'ai revécu un paquet aussi de vie ou en tout cas d'images, d'impressions qui sont imprégnées en moi que je peux pas avoir imaginé. C'est devenu une espèce de conviction profonde par l'expérience et non par le fait qu'on m'a imposé une croyance. Vous comprenez? Oui. Justement, nous avons fait récemment une émission avec Mario Beauregard que vous devez connaître. Ben oui, je le connais très bien. Voilà. Je l'ai interviewé aussi. Tout à fait. Sur la conscience délocalisée, des émissions qui mettent en évidence la réincarnation. Comment appréhendez-vous ces phénomènes? Justement, vous parliez de vie antérieure à l'instant. Comment vous avez eu accès à vos vies passées? Ben, entre autres par différentes techniques, par l'hypnose, en interviewant des hypnologues. Je l'ai fait aussi à travers des ateliers, des techniques de respiration. Je l'ai fait de façon spontanée à travers certains traitements énergétiques de Reiki et autres. Alors, j'ai vécu différentes expériences de régression dans des vies antérieures et je peux pas prouver, évidemment, que c'est moi qui ai vécu ça. Mais ce que je peux vous dire, par contre, c'est que ça a créé des grandes guérisons chez moi. Par exemple, et ça, je le raconte dans mon dernier livre qui s'appelle « C'est quoi l'amour ?», qui est un livre extraordinaire sur la guérison amoureuse et émotionnelle, c'est-à-dire pour comprendre comment est-ce que tous nos acteurs qu'on se crée dans notre vie, là, tous les partenaires qu'on s'attire sont là comme des miroirs pour nous pousser à nous guérir. Alors, je raconte cette expérience-là, entre autres, parce que j'étais sur une table de Reiki avec une amie guérisseuse. J'appelle guérisseurs tous les gens qui travaillent en énergie ou même dans des hôpitaux, là, ceux qui ont un don pour prendre soin. Alors, cette femme-là fait du Reiki, puis je suis sur la table et je bascule dans
dans un espace-temps où est-ce que je me vois comme si j'avais une caméra au-dessus de la tête et je me vois chanter devant un public asiatique. Je suis comme une chanteuse d'opéra. Et je peux vous dire que j'ai gardé ce talent-là dans cette vie-ci parce que j'ai fait plusieurs concours de chant, puis bon, je l'ai jamais fait professionnellement, mais je chante. Alors tout ça pour dire que je me vois comme une chanteuse d'opéra et je me fais assassiner sur la scène. Je me fais poignarder par quelqu'un de jaloux et je me retrouve dans un hôpital puis je me vois mourir au bout de mon sang. Et là, j'ai crié sur la table de Reiki, j'ai pleuré, c'est comme si je le revivais vraiment dans mes cellules. Alors, est-ce que c'est mon imagination? Ce sera assez difficile parce que je dis tout le temps que j'ai pas d'imagination, moi, dans la vie. Je suis une excellente raconteuse d'histoires, mais je raconte des histoires que je connais, pas des histoires que j'invente. Ouais. Alors, je peux pas avoir inventé ça. Par contre, même si vous me croyez pas, ça n'a pas d'importance. Qu'on me croit ou qu'on me croit pas, ça n'a aucune importance parce que ce que ça a amené pour moi, ça a été une grande guérison du thème que j'avais qui était celui de l'auto-sabotage. Parce que j'avais cette tendance à m'auto-saboter à chaque fois que j'arrivais au succès. Et le succès, pour moi, c'est peut-être pas nécessairement d'avoir été une chanteuse d'opéra dans une autre vie au Japon devant un grand groupe de gens, mais c'est l'image qui m'est venue, en tout cas, et c'est peut-être une vie antérieure, puis ça l'est peut-être pas, mais d'une façon ou d'une autre, pour moi, ça n'a aucune importance. Ce que ça a fait, c'est que ça a réveillé la mémoire, et cette mémoire-là a fait en sorte que j'en ai pris conscience et j'ai arrêté de me saboter. Parce que je voyais bien que dès que je m'approchais du succès, j'étais comme en danger de mort. Alors tout ça, c'est réglé à travers une petite séance de Reiki d'1 heure, un thème aussi gros que l'auto-sabotage qui peut prendre 10 ans de psychanalyse, ma foi. C'est clair, oui. Alors, vous voyez, pour moi, ce qui est devenu important à partir de ce moment-là, c'était, OK, c'est de la conscience. C'est pas du fait divers, là. C'est pas un phénomène paranormal. C'est ma conscience qui voyage dans le temps et dans l'espace et qui me ramène de l'information. Et c'est ça qui m'intéresse à partir de maintenant. De comprendre comment est-ce que, en élargissant notre état de conscience, on peut devenir des meilleurs êtres humains et être plus heureux. On marque une pause, on revient dans quelques instants. C'est la clé du mystère en compagnie de France Gauthier. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Enfin, il existe une radio dynamique et proche de ses auditeurs. C'est Fréquence Évasion, la radio du Grand Sud sur le web. Écoutez la différence. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de France Gauthier, journaliste médium depuis le Québec. Alors France, certains expérienceurs que j'ai interviewés à la radio me disent quand ils ont fait des régressions, ils se sont souvenus, notamment des personnes aussi qui ont vécu des NDE, ils ont pris conscience, ils se rappelaient qu'ils avaient vécu ces expériences, comme on se rappelle ce qu'on a fait hier, tout simplement. Et d'autres personnes ont revécu des scènes, comme vous me le dites, là, comme vous m'expliquez, qui correspondaient, ils ne savent pas trop à quoi, à des vies antérieures. Alors vous, c'est plutôt dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire que vous avez revécu des scènes, mais finalement, vous n'êtes pas sûr que ce soit des vies antérieures. Mais écoutez, on peut jamais être sûr de rien. Alors, celui qui revient d'une expérience de mort imminente vous relate ce qu'il a vécu, ce qu'il a en mémoire. Et très souvent, le problème avec les expérienceurs, justement, qui vivent des expériences de mort imminente, c'est qu'ils n'ont pas de mots à mettre sur ce qu'ils ont vécu parce que ça se passe dans un autre espace qui est même pas un espace-temps. Alors, on n'a pas de mots il n'y a pas de référence dans la troisième dimension. Fait que moi, je peux pas vous dire qu'est-ce que j'ai vécu exactement, parce que pas plus qu'eux autres. Tout ce que je sais, c'est que sur une table ou dans une expérience sous hypnose, par exemple, la première fois que je l'ai vécu, c'était sous hypnose, c'était tellement clair. C'est comme un film qui se déroule et que vous pouvez pas arrêter. Vous pouvez pas le mettre sur pause. Alors, j'ai souvent expliqué ça en atelier, d'ailleurs, pour dire, quand je fais de l'écriture inspirée, par exemple, souvent, je me retrouve à 2 niveaux. Mon cerveau pense de façon horizontale et ma conscience, elle, rentre de façon verticale. Ouais. Je vous donne l'image comme ça pour la radio. Là. Alors, voyez votre cerveau penser là, comme une ligne à l'horizontale. Et pourtant, quand vous êtes en expérience de régression, il y a un film qui se déroule, qui rentre par la couronne, comme si ça rentrait par le dessus de la tête, et ça part et tu peux pas l'arrêter. Fait que tu peux penser, et si c'est de l'imagination, vous êtes d'accord avec moi? Que tout à fait. Tu penses à quelque chose, tu penses à autre chose, l'autre affaire d'avant n'est plus là.
Oui, absolument. OK, mais quand tu es dans une expérience comme j'ai vécu de régression, le film continue de rouler même si tu penses à autre chose. OK? Alors, exemple, et ça fait rire les gens parce que moi, mes conférences, c'est plutôt, j'appelle ça un stand-up comique de l'au-delà parce que je raconte des anecdotes, les gens trouvent ça comique, mais en même temps, ça leur permet de comprendre que on est beaucoup plus que juste un corps physique. La première fois que j'ai vécu ça, donc, c'était avec c'est une entrevue que je faisais avec une hypnologue suisse, d'ailleurs, dont j'oublie le nom. Et j'ai dit, c'est parfait, moi, je veux le vivre, votre affaire. Fait que elle m'amène dans sa chambre d'hôtel. Elle était au Salon du Livre de Montréal avec moi. Elle était comme ma voisine de kiosque. Alors, je vais dans sa chambre d'hôtel, je m'installe sur un divan. Et moi, je prétends que je suis pas hypnotisable, parce que mon running gag en mon français, ma blague que je fais là-dessus, c'est que je suis une hyperactive pas traitée, alors essaye pas de m'hypnotiser. Alors, elle devait être très douée parce qu'en quelques secondes, je suis partie. Et l'expérience que j'ai vécue sur cette chaise-là, qui a duré peut-être 1h15, 1h30, m'a paru durer à peu près 5 minutes. Et là, je me voyais, je vous passe les détails, mais je me voyais marcher. J'étais un homme, puis je me voyais marcher dans une allée avec plein de femmes voilées de chaque côté. Et là, je me disais, dans ma tête, donc, mon imagination, ma pensée part, puis elle se dit, wow, je devais être un cheikh arabe, puis ça, c'est mon harem. Et là, tout ce temps-là, je continue de marcher, puis les femmes sont encore là, et ça devient de plus en plus lourd. Oui. Donc, l'image se poursuit, et ma pensée est comme parallèle à côté. Je continue de penser en même temps que le film se déroule, vous comprenez? Oui, absolument. Et à un moment donné, je me retrouve sur la croix. Je me retrouve crucifiée sur une croix. Alors, ma pensée tout de suite embarque et dit, voyons donc, France, t'exagères, t'étais quand même pas Jésus-Christ. Et là, pendant que je dis ça, je me vois me tourner la tête et je vois 2 autres personnes sur des croix crucifiées à côté de moi. Alors, je me dis, oh mon Dieu, lequel est-ce que je suis? Est-ce que je suis celui de droite qui s'est converti à côté de Jésus ou je suis l'autre à côté qui est pas fin, qui s'est pas converti, qui s'est pas repenti? Et là, quand tout ça, ça continue pour finalement arriver à une conclusion totalement plate. C'est-à-dire que j'étais ni à côté de Jésus, c'est que dans ce temps-là, il crucifiait tout le monde 3 par 3 et je n'étais qu'un bandit de grand chemin qui a été crucifié dans une vie à cette époque-là. Alors, c'est insignifiant, ça donne rien de raconter ça finalement, puisque j'étais rien. Mais ça m'a permis de comprendre les 2 niveaux. Ça m'a permis de comprendre que, en plus, je portais ça à l'intérieur de moi, cette mort violente, et j'avais à la dissoudre. Finalement, c'est un petit peu quand on fait un rêve clair, un rêve vraiment lucide. Un vrai rêve. Moi, je me souviens vraiment de tous mes rêves. En même temps qu'on est dans une scène de ce rêve, on analyse la scène. Ça vous est déjà arrivé, ça? Ça, on appelle ça un rêve lucide, Puis moi, j'en fais un peu, mais très peu souvent. C'est rare que je suis consciente que je rêve. Mon conjoint, par contre, mon amoureux, lui, est conscient qu'il rêve. Puis quand il est conscient qu'il rêve, il est même capable de décider où il va aller dans son rêve. Mais pour en revenir à ce que vous dites, vous avez tout à fait raison. C'est comme en rêve. Et qu'est-ce qu'un rêve? C'est l'inconscient qui ramène à la conscience quelque chose qui veut justement qu'on prenne conscience. Alors, c'est tout l'inconscient qui est logé dans les rêves. Et ma compréhension des rêves, c'est que la nuit, quand on dort, notre conscience sort de notre corps et va se promener dans les mondes parallèles. On peut appeler ça des mondes parallèles ou d'autres dimensions. C'est différent, par contre. Les mondes parallèles, c'est vraiment dans la même dimension que nous. Les autres dimensions, c'est dans des fréquences vibratoires plus élevées. Et là, on va aller rencontrer, parfois des personnes décédées. Moi, mon père, quand il est décédé, il venait me voir dans mes rêves pendant des années de temps. Et c'était toujours le même rêve que je faisais, jusqu'à ce que je lui dise, c'est beau papa, je t'ai pardonné, je t'aime, tu peux partir. Et finalement, j'ai arrêté de rêver à lui. Parce qu'évidemment, c'était quand même assez tabou. En 1977, un médecin qui se suicide. Mon père s'est suicidé, donc, quand j'avais 14 ans. Ça a été douloureux et violent et difficile à vivre pendant quelques années. Et il venait me voir dans mes rêves. Alors, quand je lui ai dit, à voix haute, à 23 ans, ça a pris 10 ans, le processus, là. À 23 ans, je me suis assise dans mon lit une nuit parce que j'avais encore fait le même rêve où est-ce qu'il venait me voir, puis il parlait pas, mais je voyais qu'il était triste. Puis j'ai dit, c'est beau papa, je te pardonne, je t'aime, tu peux partir. Et il est jamais revenu. J'ai écrit qu'il s'était réincarné. Il s'est réincarné dans mon fils. D'accord. Il a 15 ans aujourd'hui. Parce que moi, ça m'est arrivé avec un ami, quand il est décédé d'un accident de voiture, et je l'ai vu dans mon rêve, enfin j'étais avec lui, il m'a dit, ne t'inquiète pas, tout va bien, et il m'a fait monter dans un ascenseur. Donc ça voulait dire s'élever.
là finalement l'ascenseur. Hein. Et alors pendant 10 ans, c'était très récurrent, pendant 3 ou 4 jours par semaine, je rêvais de lui systématiquement, et ça s'est passé il y a à peu près 2 ou 3 ans. Voilà. Et donc c'est un peu similaire. Ça veut dire qu'il vous amenait pour visiter son monde à lui. Oui. Et ça a probablement éveillé toute une nouvelle conscience pour vous en plus. Tout à fait. Mais vous savez, j'étais déjà éveillé il y a longtemps, parce que ça fait mon 25 ans que je recherche, alors bon, je suis à l'écoute, on va dire. Alors vous avez... j'imagine. Ah oui, c'est sûr. Moi, c'est pareil, parce qu'en fait, ça fait seulement 10 ans, 12 ans, là. Ouais. Mais avant ça, on peut dire que j'étais endormie jusqu'à l'âge de 39 ans, et tout à coup, bing bang, moi je dis tout le temps, je n'ai pas eu un éveil de conscience comme les gens normaux, comme vous. Moi, j'ai eu un réveil, un coup de masse à la tête, là. C'était comme France, il me semble que tu te réveilles, là. Et ça a été vraiment... assez fort. Oui. Alors, vous avez fait une conférence « Je suis Dieu, vous aussi ». Oui. Alors, le vous aussi est ici en petit parce que je voulais attirer l'attention, n'est-ce pas? C'est « Je suis Dieu ». Ben, je la donne depuis très peu de temps, en fait, parce que j'ai donné une autre conférence pendant 2 ans et demi. J'ai fait le tour du Québec plusieurs fois avec une conférence sur 2012 qui est disponible en ligne gratuitement sur mon site internet, francegauthier.ca. Et ça, c'était pour expliquer la bascule de conscience qu'on vit présentement. On a vécu et on vit toujours une grande bascule de conscience. C'est pas toujours évident quand on ouvre la télé et qu'on regarde les infos qu'il y a quelque chose qui a changé, mais c'est vraiment une conscience individuelle qui est en train de s'éveiller, un individu à la fois. Et à chaque fois qu'une personne s'éveille, ça a vraiment l'effet d'un caillou qu'on lance dans un lac et qu'on voit l'onde traverser le lac. Donc, ça va se répandre comme une traînée de poudre. Ouais, alors, c'est de ça dont j'ai parlé pendant presque 2 ans et demi. Et après, à la fin de l'année 2012, je me suis dit, bon, j'ai fait ma job, là, je vais pouvoir faire d'autres choses. Mais encore là, l'inspiration, on peut pas l'empêcher d'arriver. Fait que il m'est arrivé un autre sujet de conférence. Et celui-là, je vais beaucoup plus loin cette fois-ci pour expliquer notre pouvoir créateur. Alors, à quel point on est des grands créateurs. Et tant et aussi longtemps qu'on donne notre pouvoir à tous ceux qui sont autour de nous, en se pensant des pauvres victimes, entre autres, ben c'est sûr que c'est ça qu'on crée. Alors, on crée ce qu'on pense. L'alignement pensée, parole, action, présentement, c'est tellement important dans l'énergie qui s'élève sur cette planète. On est dans une phase d'ascension. On s'en va vraiment vers un nouveau monde. Mais tant et aussi longtemps qu'on se positionne en victime, c'est clair que c'est ça qu'on va créer. Je parle de ça, mais je vais beaucoup plus loin dans la compréhension de c'est quoi le concept de Dieu. Et j'ai vécu ce que j'ai appelé ma petite expérience de Dieu, là, à l'été 2012. Et à partir de ça, il y a eu un avant, un pendant et un après. Et je peux vous dire que depuis que j'ai pris conscience de mon pouvoir, c'est assez impressionnant à la vitesse à laquelle je crée. Je crée tout ce que je veux finalement. Et là, présentement, je suis dans une phase où je suis comme en reset. Vous comprenez le mot reset? Oui. Quand on pèse sur le bouton de l'ordinateur puis qu'on met ça off. Stop. Ouais. Alors, je suis dans une phase de reset où est-ce que là, je peux pas voir en avant. Alors, j'attends l'inspiration de la prochaine étape, là. Mais la dernière année et demie a été faste de façon spectaculaire, là. J'ai créé mon idéal amoureux, j'ai acheté une petite maison avec l'homme de ma vie, avec mes enfants et toute la bastringue. J'ai créé 2 nouveaux ateliers, une nouvelle conférence. J'ai écrit le livre que je voulais écrire qui s'appelle « C'est quoi l'amour ?» Je me suis mariée. Alors, c'est comme... Et là, je dis aux gens en conférence pour rire, ça, c'est Dieu, je suis Dieu. Puis là, vous autres, dans ce temps-là, vous vous dites, ouais, moi, je me suis séparée, j'ai perdu ma job, je me suis retrouvée dans un 2,5, mes enfants ne me parlent plus. C'est le même Dieu. C'est juste une interprétation différente. Alors, je vous ai entendu justement chez Lilou Massé, que nous avons interviewé ici à la radio, où vous parliez qu'il fallait lâcher prise, qu'il fallait à un moment donné ne plus rien faire. Bon, ben, c'est exactement ce que je suis en train de vivre, là. Je vis une espèce de reset. Où est-ce qu'au début de l'été, ma grande amie est tombée malade, celle qui canalise les beaux messages dans le dernier livre, C'est quoi l'amour, est tombée malade, elle a eu un cancer extrêmement agressif, un sarcome utérin. Alors j'ai décidé de tout arrêter puis de l'accompagner là-dedans. On a des petites maisons de campagne à flanc de montagne ici, pas loin. Et on a des chevaux. Alors, on est allé flatter nos chevaux tout l'été avec les enfants. On s'est baigné, on a joué. J'ai plus un sou dans mon compte de banque, mais c'était absolument nécessaire que je fasse ça avec elle. Et là, je peux pas vous dire encore parce que c'est pas terminé, mais ce qui ressort de cette expérience-là à ne rien faire, et vraiment rien, là, parce que ça m'a pris 1 mois avant d'en arriver à rien faire. Hein. C'est long, dur, hein? Le mental et la façon qu'on est conditionné, c'est très long avant qu'on réussisse vraiment à lâcher prise.
Alors, le premier mois, je pensais que ça allait bien. J'étais en vacances, je m'occupais de mon ami et de mes enfants. Et à un moment donné, je me suis blessée dans le dos. Et le message est descendu clairement. Moi, je fais de l'écriture inspirée. Je médite le matin, je pose des questions et j'ai toujours des réponses qui dépassent de loin ce que je pensais qu'on pouvait me dire et qui s'avèrent toujours. Donc, à un moment donné, j'ai arrêté de me poser des questions, savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai. Là, ça s'avère, donc ça doit être vrai. Alors, on m'a expliqué, garde, t'entends pas le message. Donc, ton corps, lui, qui est intelligent, chacune de tes cellules sont intelligentes, il va le comprendre avant ton esprit. Alors, là, tu t'es blessé dans le dos, tu peux plus bouger. C'est ça que ça veut dire rien faire. Oui. Alors, je me suis immobilisée totalement pendant un certain temps pour reprendre tranquillement quand même mes activités physiques, là, mais pas mentales. Et en laissant le mental de côté, j'ai carrément eu l'impression que tout mon personnage, la journaliste, l'animatrice, la conférencière, l'auteur, même la mère de famille, même la blonde, nous on appelle la blonde ici la femme, là. Alors bref, tout le personnage France Gauthier, là, c'est comme si un morceau de vêtement que j'avais enlevé et que j'avais déplacé puis placé à côté de moi, puis je le vois, là, il est à ma gauche, ce morceau de vêtement-là. Et ce n'est plus moi. Et à la rigueur, là, je pourrais vous dire que je pourrais changer de nom, parce que ce nom-là, ce n'est plus ma vibration. J'ai shifté. Sauf que je vais garder mon nom parce qu'il est pratique, là, puis tout le monde me connaît sous le nom de France Gauthier. Mais maintenant, alors que je riais de ça avant et je ridiculisais les gens qui le faisaient, je peux comprendre quelqu'un qui va aller changer de prénom pour aller chercher un nom sanskrit parce que ça correspond plus maintenant à sa vibration, par exemple. Alors, à l'issue de ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est beaucoup plus réceptif? Qu'est-ce qui se produit? Ben, c'est pas juste une question d'être plus réceptif, c'est vraiment une question d'être carrément dans mon essence. Parce que toute notre vie, là, on est conditionné à devenir et à faire quelque chose. Tous autant que nous sommes en Occident et même maintenant partout en Orient, dans les grandes cités. Tout le monde s'est américanisé, tout le monde a acheté le rêve américain et c'est la performance et c'est la compétition et c'est la comparaison et tout ça, ça nous amène à quoi? À être malheureux. Alors bref, quand tu arrives à revenir à ton essence, le personnage, lui, là, alors vous êtes animateur de radio, par exemple. Bon, est-ce que c'est l'essence de Alain? Je le sais pas. Là. Je crois pas, non. qu'il y a un animateur qui est aussi en vous, là. Oui, évidemment, mais je pense qu'on est beaucoup plus que ça. Ben voilà. Alors, moi, dans mon essence, avant toute chose, je suis une enseignante éclaireur et sous-catégorie animatrice. Je suis une animatrice, mais pas dans le sens d'animatrice de télé, dans le sens de anima animus, qui veut dire simplement stimuler la vie chez les autres. Ok, ça, c'est mon essence à moi. Mais ça, pour le découvrir, il m'a fallu un long parcours. Premièrement, parce que j'étais une fille de médecin, que j'avais des bonnes notes à l'école. Alors, qu'est-ce que ça a fait? Je suis allée dans une école où il y avait des religieuses. C'était la meilleure école à Québec. Et ayant des bonnes notes, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Il fallait que je devienne médecin comme mon père. Alors, j'ai suivi ce chemin-là pour arriver en 3e année d'université et de dire, oh mon Dieu, je peux pas être médecin parce que je suis trop sensible, je vais être malheureuse. Et là, réorienter ça en me disant que c'est quoi mes talents. Et évidemment qu'à 23 ans, je le savais pas plus que la majorité des jeunes. Alors, je me suis dit, bon, je sais écrire, j'ai de la facilité à m'exprimer, je vais devenir journaliste. Journaliste, c'était quand même un petit peu plus proche de mon essence, qui est celui d'être une animatrice. Et tranquillement, pas vite, toutes ces couches-là de personnages se sont mis à tomber parce qu'on passe toute la première partie de notre vie à s'identifier à un personnage et la seconde partie, où on va être obligé de le faire dans une autre vie si on le fait pas dans celle-ci, à se désidentifier du personnage pour revenir à l'essence. C'est impossible d'ascensionner, c'est impossible de devenir un maître, c'est impossible de se sortir de la roue de la réincarnation tant qu'on s'identifie à notre personnage. Et c'est ça que j'ai vécu cet été, qui est toujours en cours, qui est pas terminé, parce que souvent le personnage, je le vois, là, il vient cogner à ma porte, là, tu sais, il voudrait bien reprendre sa place. Oui, c'est pas ça, c'est l'ego, là, puis il faut que je respire tout dedans, puis je dise, ok, c'est beau, je t'ai entendu, comme un enfant gâté, il faut y porter attention. On marque une pause, on revient dans quelques instants, c'est la clé du mystère en compagnie de France Gauthier. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur.
Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours la clé du mystère, la dernière partie de l'émission, toujours en compagnie de France Gauthier, journaliste médium depuis le Québec. Alors certaines personnes nous disent que la Terre est en train de passer en 4e dimension, notamment avec la fréquence de Schumann qui est scientifiquement mesurable. Que pensez-vous de ces affirmations? C'est tout à fait vrai, là, puis je vais vous l'expliquer de la façon que moi je le comprends, parce que je l'ai vécu dans mon corps. OK, la 4e dimension, là, c'est un concept. Hein, c'est pas tangible, là. C'est un état, en fait, c'est une fréquence vibratoire plus élevée que celui de la 3e. Alors, présentement, sur la planète, là, l'ensemble, ou presque l'ensemble des êtres humains vivent encore en 3e dimension. Il y a très peu de gens qui sont en 4e dimension, puis encore moins qui sont en 5e. C'est quoi la 4e dimension? C'est un état élargi de conscience. Je l'ai compris parce que j'ai un pied dedans. Je suis pas tout à fait rendue, mais j'ai un pied dedans. Depuis 2010, que j'ai fait mon premier reset et que j'ai pris un été de congé pour vraiment me voir, me transformer de l'intérieur, là. Et c'est vraiment un état de non-souffrance où est-ce que, justement, le début de la désidentification, ça a commencé en 2010. Et là, je suis dans une espèce de fin de parcours de désidentification. Mais la 4e dimension, c'est vraiment ça. C'est un état vibratoire. Et pour l'imager dans notre corps, là, parce que le corps humain, c'est vraiment notre courroie de transmission entre la 3e dimension et la 5e, qui est celle des grands maîtres. Okay? On ne peut pas vivre la maîtrise, on ne peut pas ascensionner sans notre corps physique. Notre corps physique, c'est notre véhicule premier, c'est notre temple sacré. Alors, pour visualiser, parce qu'on est à la radio, là, imaginez que la 3e dimension est logée dans le plexus solaire, okay? Juste en dessous du cœur, en plein milieu de l'estomac. Le plexus solaire, c'est un chakra, et c'est aussi le siège de toutes les émotions et des sensations de l'être humain. Vous êtes d'accord avec moi, par exemple, que quand vous êtes en peine d'amour, en peine de trahison, en peine d'humiliation, en peine d'injustice, peu importe c'est quoi, de rejet, d'abandon, vous êtes plié en deux puis vous avez mal au plexus. Êtes-vous d'accord avec moi? Tout à fait. Bon, alors moi, là, j'ai passé 45 ans de ma vie en peine d'amour, plié en deux dans mon lit, et j'étais tout à fait fonctionnelle par ailleurs, là. ça paraissait pas à la télé, là. J'avais l'air de bonne humeur, j'avais l'air tout à fait en contrôle. Mais j'étais malheureuse. J'étais dans mon plexus plié en deux comme un fœtus. Quand j'ai compris que j'avais attiré à moi, et ça, c'est tout l'objet de la première conférence qui est en ligne gratuitement sur le net, fait que j'invite les gens à aller l'écouter, là. Mais quand j'ai compris que j'avais attiré à moi tous ces acteurs-là qui me faisaient de la peine, parce que je portais la trahison, je portais l'abandon, ce sont mes thèmes karmiques principaux, j'ai pu en prendre conscience, de 1, 2, leur porter attention, 3, les guérir, puis après ça, dissoudre tout ça. Ce qui fait que mon corps émotionnel s'est complètement déchargé. C'est chargé d'émotions, ça s'est déchargé. Et dans le processus, je faisais des crises de rhumatisme à temps plein, je me suis mis à aller beaucoup mieux. Il y a même un médium, pas un médium, parce que j'appelais pas ça comme ça à ce moment-là, mais un clair m'avait dit quand j'avais 33 ans que je serais en chaise roulante à 50 là, si je continuais comme ça. Ouais. Et je le voyais venir parce que je pensais à lui à chaque été, à chaque fois que je me tapais une grosse crise de rhumatisme. Alors bref, la 3e dimension est logée dans le plexus solaire, là où on se positionne en victime de la vie. Hein? Parce que quand on est en peine d'amour, c'est la faute de l'autre. Quand on est en peine de trahison, c'est parce qu'on s'est fait trahir par quelqu'un d'autre. Quand on est humilié, c'est la faute de l'autre. Donc c'est toujours la faute des autres. Quand on prend conscience que ce sont des acteurs formidables qu'on a attirés dans notre pièce de théâtre, là, on reprend notre responsabilité de créateur. Et on peut enfin guérir, donc, le corps émotionnel et monter d'un étage. Donc, vous partez du plexus, puis vous montez dans votre cœur. OK? Vous voyez c'est où, là? Oui. Au centre de la poitrine, pas le cœur physique, le cœur solaire, le cœur, le chakra du cœur. Ben, c'est ça l'ascension. Alors, la 4e dimension, là, c'est quand tout le monde sur la planète va vivre à partir de son cœur. On n'est pas tout à fait rendu, vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Il y a encore du travail. On s'en va là. On s'en va là, puis moi, je peux vous le dire, je suis sur le terrain, là, j'ai vu peut-être 15 à 16 000 personnes dans les 2 dernières années en conférences et en ateliers au Québec. Ce que je raconte présentement, j'aurais pas pu le faire il y a 4 ans, et aujourd'hui, c'est totalement accepté. Et les gens sont prêts à entendre qu'ils sont Dieu, puis qu'ils sont le créateur de leur vie, puis qu'ils sont capables de changer ça, puis qu'ils sont capables de créer l'abondance. C'est des ateliers que je donne aussi. Alors, tout ça, là, c'est en train de devenir viral. Et moi, je pense que je vais voir de mon vivant, parce que j'ai l'intention de vivre vieille, je vais voir de mon vivant sur cette terre-ci une planète qui va vivre en paix et qui va vivre aussi à un niveau d'amour qu'on n'aura pas connu jusqu'à maintenant. Il paraît que les choses vont s'accélérer.
Ça s'accélère déjà. C'est vrai. Et c'est le mythe vraiment là qu'on a associé à 2012, OK? Tout le monde disait, 2012, la fin du monde. Oui, pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Ouais. Mais est-ce que tout ce qui est associé à 2012, c'est que le temps va plus vite, entre autres? Oui. Ça, je l'explique aussi par... Ce n'est pas du tout le temps qui va plus vite. Regardez votre petite trotteuse sur votre montre, si vous avez une Rolex, là. Sinon, ben tant pis. Mais si vous regardez la trotteuse, elle va pas plus vite. Vous êtes d'accord avec moi? Ah oui, exactement. Alors, c'est pas le temps qui va plus vite. Qu'est-ce qui va plus vite? C'est la vitesse de manifestation. C'est la pensée, parole, action. Tout ce qu'on place comme intention à partir de notre pensée qui est une onde, c'est de la physique pure, là. Oui. Cette vitesse-là de manifestation s'est accélérée parce que le taux vibratoire sur la planète s'est élevé. Alors, on place une intention, on récolte. C'est karma instantané. Alors, on l'a vu là, depuis le printemps arabe, à quel point les dictateurs, par exemple, sur cette planète, se sont mis à tomber un en arrière de l'autre comme un jeu de domino. Pourquoi ça n'était pas possible il y a 30 ans? Parce qu'on vivait dans une autre ligne de temps qui était beaucoup plus lente. On pouvait semer sans avoir à récolter le fruit de nos semences avant plusieurs décennies, des fois plusieurs vies. Maintenant, on ne peut plus faire ça. On sème, on récolte. Alors, watch your thoughts, comme dit le Dalai Lama. Le Dalai Lama, il dit, surveillez votre pensée. Par tout ce que vous allez penser, vous allez le créer. Alors, si tu es toujours dans ta tête, en train de bitcher en bon français, c'est-à-dire en train de maugréer, en train de chialer après les gens autour de toi, c'est ça que tu vas créer. Et, excusez-moi, chers cousins, amis français, mais la France en particulier et les Français vont avoir vraiment un exercice important à faire de passer de leur tête à leur cœur. Parce qu'on a tout misé sur le rationnel, on a tout misé sur l'analyse mentale, on a tout misé sur le QI, l'intelligence, développer des structures mentales, et on s'est trompé. On est avant tout des gens sensitifs et des gens de cœur. Le temps est venu de mettre notre mental au service de notre cœur. Et j'en sais quelque chose parce que moi, je suis une scientifique dans l'âme, c'est-à-dire que j'ai étudié en sciences jusqu'à la 3e année d'université. J'avais des structures mentales extrêmement rigides. Je croyais détenir la vérité comme tous les journalistes pour comprendre que je m'étais trompée, mais sur toute la ligne. C'est assez difficile pour l'ego, là. Alors justement, France, si vous aviez un message adressé aux auditeurs, quel message leur adresseriez-vous? Ben, je leur dirais que comme moi puis comme vous, on est tous des gens de cœur. C'est juste que ce cœur-là, il est voilé par nos nombreuses émotions logées dans notre plexus. Alors, la première étape pour être heureux dans la vie, là, c'est d'aller porter attention à toutes ces blessures-là qui, soit du temps passant, puis je ne vais pas faire de la psychologie à Saint-Saëns, là, mais vous allez retrouver dans cette vie-ci, sans même croire aux vies antérieures, vous allez retrouver dans cette vie-ci toutes les blessures dans votre enfance qui ont façonné l'être que vous êtes aujourd'hui. Fait que vous n'avez pas besoin de croire à rien de ce que je viens de raconter là, mais allez porter attention au moins à vos souffrances pour pouvoir en émerger, monter dans votre cœur, puis être heureux. C'est ça l'ascension. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, là. Moi, je me souviens que je courais tous les workshops, là, c'est-à-dire les ateliers que les Américains venaient donner ici à Montréal, à travers tous les Américains, les channels qui ont écrit des livres là, que vous connaissez sans doute, puis qui ont été publiés chez Ariane. Mais moi, j'allais à toutes ces affaires-là, puis ça parlait de 5e dimension, puis d'ascension, puis je comprenais rien, puis pourtant, je suis une fille intelligente, là. Alors, je me disais, comment ça se fait que on peut pas en parler de façon simple? Et c'est quand je l'ai vécu dans mon corps que j'ai commencé à pouvoir l'enseigner et à le rendre tellement simple que dans une journée d'atelier, par exemple, j'ai une classe qui s'appelle la classe des maîtres. Dans cette journée-là, on va rencontrer nos thèmes karmiques, on trouve des techniques pour les dissoudre et je vois les gens sortir comme des gros soleils. Bien sûr que toute la job n'est pas faite, mais il y a une prise de conscience qui est tellement spectaculaire que je sais, moi, que j'ai fait mon travail puis on s'en va vers une planète de maîtres. Et c'est ça, la beauté de la patente. Alors justement, vous donnez des ateliers. Comment se passe un atelier? Ben, les ateliers, c'est une journée complète. J'enseigne, entre autres, l'écriture inspirée. L'écriture inspirée, c'est vraiment une connexion avec son soi supérieur. Moi, je fais ça depuis toujours. Je le faisais de façon intuitive. En fait, je dis tout le temps à la blague, j'ai rien inventé, moi, dans la vie. Je suis la reine des copieuses. Alors, j'ai regardé ma meilleure amie qui est la meilleure en écriture automatique au monde. Et je l'ai regardé faire. J'ai dit, c'est comme ça qu'on fait ça. OK, moi le faire. Et j'ai réalisé qu'on était tous capables de se brancher, même moi, même vous, et tout le monde à qui j'enseigne,
sur ce qu'on peut appeler le soi supérieur. Il y en a qui vont l'appeler Dieu, il y en a qui vont appeler ça des guides, des anges, des maîtres ascensionnés. Appelez-le comme vous voulez. Ça n'a aucune importance, c'est de l'énergie. Alors, on peut se brancher à ce buffet énergétique-là et aller chercher nos réponses par nous-mêmes. Alors, l'écriture inspirée, c'est une guidance, une journée complète avec des exercices où est-ce qu'à la fin de la journée, il n'y a pas grand monde dans l'atelier qui est capable de dire « ça marche pas ». Et par la suite, j'en ai 2 autres que j'ai créés dernièrement, la classe des maîtres et créer l'abondance. La classe des maîtres, c'est vraiment un cours, comme je vous l'ai expliqué tantôt, pour aller rencontrer nos thèmes karmiques et rentrer dans la joie, parce que les maîtres sont des gens qui se sont sortis de la compétition et de la comparaison, du jugement et de la critique, puis qui vivent dans la joie. Fait que ça a l'air facile comme ça, mais vous êtes d'accord avec moi que surtout les Français et un peu les Québécois aussi, on est très critiques. Ah, tout à fait. Beaucoup dans le jugement. Oui, exactement. Alors, pour se sortir du jugement, on a beau avoir la pensée magique, là, ça prend quand même un petit effort de conscience, parce que moi, il a fallu que je me prenne en flagrant délit pendant 1 an et demi, 2 ans. À chaque fois que j'étais en train de juger quelque chose, je me prenais en flagrant délit, et là, je partais à rire en me disant, OK, c'est beau, France. Tu te rapproches de ta maîtrise. Alors, ça a été un exercice permanent de me prendre en flagrant délit. Et par la suite, le dernier atelier que je viens de créer, c'est vraiment l'alchimie pour les nuls. C'est-à-dire que on est tous des grands magiciens, on est tous des grands alchimistes. Jésus-Christ n'était qu'un maître réalisé, pas plus ou moins que ça. Et il y a d'autres maîtres réalisés sur cette planète qui ont foulé le sol de cette planète dans le passé, mais encore aujourd'hui, il y en a qui vivent en 5e dimension sur cette planète. Alors, c'est simplement de comprendre qu'on est tous des alchimistes et qu'on peut créer notre réalité comme on veut, mais il faut simplement avoir compris les mécanismes. Est-ce que vous avez des projets d'écriture ou autres? Je suis en train d'écrire la suite de C'est quoi l'amour? La suite de C'est quoi l'amour, ça va être un livre de grands enseignements sur comment on fait pour reconnaître une âme sœur, une flamme jumelle, une âme compagne, à quoi ça sert toutes ces relations-là dans nos vies, pourquoi, comment est-ce qu'on peut vivre ça sans souffrance, par exemple. Alors, c'est vraiment un livre de grands enseignements qui est sur la table. Et je suis en train d'écrire l'histoire formidable de la guérison aussi de mon ami qui avait le cancer, qui s'est guéri cet été. Tant mieux. À travers la relation avec la nature, avec les chevaux, les animaux. Et vous savez que dans un nouveau monde, là, on ne pourra pas y arriver sans se rapprocher de la nature et se rapprocher de la faune et de la flore. Ça fait partie de notre essence. Les Amérindiens l'avaient bien compris. On a rejeté ça du revers de la main. Ma sœur, qui est ingénieure, arrive de Paris, justement. Et elle me disait à quel point elle a aimé cette ville-là de façon spectaculaire. Mais elle est ingénieure forestier, puis elle m'a dit, j'avais tellement hâte de revenir au Québec pour retrouver la nature. Il n'y a pas d'arbres à Paris. Ah non. Et ça ne fait pas de sens. Ah ouais, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ouais. Alors, la ville a beau être magnifique, l'architecture est exceptionnelle, on voit le génie en arrière de tout ça, mais on s'est complètement déshumanisé. Ah non, c'est primordial, la nature. Vivre là-dedans. Vivre avec la nature et les animaux. Ça, c'est le défi des êtres humains pour le nouveau monde, et aussi d'harmoniser à l'intérieur de chacun de nous les 2 principes masculins et féminins. Alors moi, il a fallu que je me réapproprie mon principe féminin, parce que nous, les femmes, surtout depuis 40 ans, avec la révolution féministe, on a très bien assumé notre principe masculin, mais souvent au dépend de notre propre principe féminin. Alors il a fallu que j'aille me réapproprier tout ça, parce que c'est derrière le principe féminin que sont cachés tous les dons psychiques. Alors c'est grâce à ça que j'ai pu développer ma médiumnité, ma connexion avec mon soi supérieur, mes visions, mon intuition, mes perceptions. Tout ça, c'est en lien avec le principe féminin. Alors c'est pour ça aussi que c'est les femmes très souvent qui s'intéressent plus à l'astrologie, au médium et à toutes ces affaires-là. Puis c'est pas simplement parce qu'elles sont bonasses ou qu'elles sont crédules, c'est vraiment parce qu'elles ont une sensation profonde d'être en lien avec autre chose, avec l'invisible. Alors France, on peut vous retrouver sur Internet, vous avez un site? Oui, francegauthier.ca. Écoutez, je suis pas allée en Europe encore offrir ni conférence ni atelier parce que j'ai 2 enfants qui grandissent, mais là, justement, ils sont grands. Alors, je l'ai dit à Lilou. Alors là, je suis prête. C'est pour ça que j'ai donné une entrevue maintenant. Je suis prête à aller en Europe. S'il y en a des gens qui veulent organiser conférences et ateliers, je vais venir vous voir avec plaisir. Ah bah, venez dans le sud de la France. Ah oui, ben, écoutez, avec grand plaisir. C'est pas mal l'endroit que je préfère au monde. Vous avez le plus beau pays du monde, la France. Vous savez que je raconte, en terminant, je raconte depuis 3 ans en conférence que le Nouveau Monde émerge du Québec en termes d'idées et de concepts. Mais le Nouveau Monde va s'implanter dans le sud de la France. Parce qu'il n'y a que les Français pour se mobiliser et dire, en 24 heures, paralyser le pays et dire, j'en ai assez. Exactement. Alors,
votre force de mobilisation va vous permettre, quand il va y avoir suffisamment de gens éveillés dans votre pays, va vous permettre de vous mobiliser et d'implanter ce nouveau monde-là. C'est même pas ici que ça va se faire. Et pourquoi ça émerge du Québec? C'est facile à comprendre. C'est vraiment une terre sans mémoire ici. On est une terre d'accueil formidable pour des gens qui ont dissous une partie de leur karma, qui reviennent se réincarner sur cette petite... On est comme des Gaulois ici, là. Ouais. On est entouré d'Américains et d'anglophones partout, de tous côtés. Et on a survécu à tout ça dans une bonhomie et une joie de vivre. Et il fait tellement bon vivre au Québec, là, c'est assez spectaculaire. J'ai l'impression qu'au Québec, on est plus ouvert qu'en France. Ben, beaucoup plus, oui, présentement. Mais ça, c'est présentement. Ça va aller tellement vite que vous allez être étonné de ce qui s'en vient pour chez vous. Ah, ça va être formidable. Et j'ai bien hâte de pouvoir aller y contribuer. Tant mieux. On vous attend avec impatience. Merci France Gauthier d'avoir participé à la Clé du Mystère sur Fréquence Évasion et à très bientôt. Merci à vous, merci de m'avoir invité, puis j'ai bien hâte d'aller vous rencontrer en personne. À bientôt, au revoir. Bye. Fréquence Évasion.